Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite pendant 30 minutes et à la présentation de votre journal ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. L'invité de notre journal ce soir. Le scientifique, paléoclimatologue, c'est comme ça qu'on dit, Jean Jouzel, qui était de passage au Mans lundi pour inaugurer un gymnase en son nom. Nous lui avons consacré une interview et un reportage grand format. Et puis dans la suite, nous recevons Damien Fabre, vulgarisateur en histoire des religions avec sa chaîne YouTube Religaré, mais aussi doctorant en histoire du judaïsme pour parler d'une soirée projection débat organisée autour du film L'Enlèvement, ce mercredi 11 décembre à 20 h au Cinéaste. Il y sera question d'anti-judaïsme à travers l'histoire. Donc à découvrir dans la suite d'Au Quotidien, mais tout de suite on passe à l'actu du jour. Au sommaire de ce mardi 10 décembre, une méthode ancestrale. Le débardage à cheval, une association sartoise continue d'utiliser cette méthode et souhaite la transmettre. Découverte lors d'un chantier à Saint-Rigomère-des-Bois. Et puis des idées cadeaux originales et artisanales au Salon des artisans créateurs, place des Jacobins. C'est en ce moment au Mans. Mais on ouvre ce journal avec de belles initiatives, Laure. Celle de collégiens sartois. 14 projets sont financés par le département de la Sarthe cette année pour une enveloppe de 30 000 € au total. La remise des chèques a eu lieu ce mardi après-midi à l'abbaye royale de l'Épau. Fresques dans la cour de collège du Mans, nouveaux espaces de lecture pour le CDI du collège de Pont-Valin ou encore création d'un journal télévisé au collège de La Flèche. Cette subvention couvre 100% de leurs dépenses dans la limite de 3 000 € par projet. Bravo à tous. Et puis, autre initiative, la signature d'un nouveau contrat local de santé intercommunale. Son objectif, améliorer notre parcours de santé dans une logique de réseau sur le territoire du Mans Métropole. Il permettra notamment de proposer des actions de prévention aux habitants jusqu'en 2028. Des enjeux prioritaires pour les élus locaux, comme le souligne Stéphane Le Foll, président de la métropole, au micro d'Alexandre Ferrer. On a besoin de travailler avec la caisse primaire d'assurance maladie, on a besoin de travailler avec ce qu'on appelle la CPTS, c'est-à-dire l'organisation à l'échelle de la métropole qui regroupe des médecins, des pharmaciens, des infirmières. Et nous avons besoin de cette coordination et de ce sens du collectif à l'échelle du territoire, sachant que vous le savez, la Sarthe et la métropole, mais la Sarthe et la métropole sont aujourd'hui dans des situations de déserts médicaux, donc il faut qu'on trouve des solutions. Autre sujet, celui de la souffrance animale régulièrement mise en avant par l'association L214. Samedi 7 décembre, des membres du collectif interrogeaient les passants du centre-ville du Mans à propos de leur consommation de foie gras à Noël. Et ils proposaient de signer une pétition pour que la ville du Mans n'en serve plus à ses invités lors de ses réceptions officielles. On écoute Benoît Bracard qui expose les arguments de L214 au micro de Colin Ancel. Ça fait longtemps qu'L214 traite du sujet du foie gras. Souvent, c'est la chose que, même parmi les gens qui ne sont pas du tout végétariens ou véganes, les gens sont souvent choqués par le principe du foie gras. C'est vraiment la torture. C'est un foie qui est malade. C'est un foie qui a de la stéatose hépatique, qui a doublé, triplé de volume. Ils peuvent plus respirer, ils peuvent plus se déplacer à la fin de la période de gavage. On veut montrer aux gens qu'on peut s'en passer, qu'on peut avoir des fêtes, on peut se régaler et avoir de la convivialité avec des alternatives végétales. Lundi, le paléoclimatologue Jean Jouzel était de passage au Mans pour inaugurer un gymnase à son nom. Vous l'avez bien dit, paléoclimatologue, c'est ça. Donc on vous en parlait lundi. En effet, la voix du scientifique porte à l'échelle internationale. Il est l'un des lanceurs d'alerte écoutés par les décideurs sur les questions climatiques. Alors nous avons profité de sa présence pour lui poser quelques questions concernant la géothermie et les possibilités d'action contre le réchauffement climatique pour les collectivités, comme la métropole du Mans par exemple. Alexandre Ferrer et Elisa Cribier. Un nom désormais affiché en grand sur le nouveau gymnase de la briqueterie. Jean Jouzel, paléoclimatologue et ex-vice-président du GIEC, il était présent lors de la présentation du projet en février 2023. Pour le maire du Mans, nommer le gymnase en son nom est une évidence. Beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté quand Stéphane Le Foll m'a appelé en me disant « Est-ce que tu accepterais
disons que ce gymnase porte ton nom et je l'ai accepté avec grand plaisir. Bien sûr, c'est un honneur pour moi. La structure du complexe sportif est en matériaux biosourcés, ossature bois et isolation en paille. Près de 500 m² de panneaux solaires sur le toit alimentant en électricité le bâtiment. Et pour le chauffage, le gymnase est doté d'un système de géothermie. Son principe, récupérer la chaleur présente dans le sol pour la restituer dans le bâtiment. Récupérer la chaleur du sol est très intelligent. Je pense qu'au contraire, la géothermie et son utilisation n'est pas assez développée en France. Donc y compris la géothermie surface comme ici. Donc oui, je suis confiant, on verra. J'aimerais voir effectivement au bout d'un an de service comment ça fonctionne réellement. Mais je suis très confiant par rapport disons, aux calculs qui ont été faits et ça a déjà été testé. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas ici. Une initiative de la métropole pour lutter contre le dérèglement climatique. Résultat estimé, une économie d'énergie de 40% et une réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 36%. Certainement une énergie d'avenir dans le bâtiment, alors que le secteur représente à ce jour près d'un quart des émissions de CO2 en France. Et on voit bien que bâtiment, urbanisme, mobilité, c'est largement du ressort des collectivités. Donc voilà, donc on sent bien que on voit bien dans les pratiques de mobilité dans une ville et dans un territoire, dans le développement du bâtiment, de l'urbanisme, de l'efficacité énergétique, bien sûr de la rénovation énergétique, c'est important. C'est bien de construire du neuf, mais il faut aussi rénover, c'est très important. Donc tout cela, les collectivités ont un rôle à jouer. Et oui, moi je pense que, je le dis très souvent, les collectivités sont au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Un engagement par les collectivités pour lutter et s'adapter à ce phénomène mondial, mais qui a un coût. Pour ce gymnase, près de 6 millions d'euros de financement, dont 75% pris en charge par la ville. Et vous savez que les questions budgétaires aujourd'hui font que malheureusement, et c'est un vrai sujet, sur l'investissement dans la transition énergétique, les moyens, à mon avis, c'est une erreur d'ailleurs au niveau national de réduire trop les capacités qu'ont les collectivités à faire des choses extrêmement importantes pour la transition énergétique. Des investissements pour rattraper le retard dans la transition écologique, alors que 2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée, dépassant le seuil des plus 1,5 degrés de l'accord de Paris. Nous savons que nous allons dépasser les 2 degrés probablement d'ici 2040. Donc oui, le mieux qu'on puisse faire, c'est revenir vers l'accord de Paris, donc bien en deçà de 2 degrés et si possible 1,5 degré. Alors on va actuellement plutôt vers 3 degrés en moyenne planétaire, c'est vraiment trop. Donc il faut agir au maximum. Chaque action dans le bon sens va compter. C'est cela qu'il faut se dire. Et donc moi j'encourage à l'action. Se placer dans cette perspective de neutralité carbone, eh bien ça veut dire aussi... je crois une amélioration de la qualité de vie, disons voilà, et c'est aussi quand même, et c'est ce qui nous manque au niveau international, c'est aussi, on n'y arrivera pas sans solidarité internationale. Et l'implication de toutes les générations. Les élèves du collège Vieux-Colombes sont venus rencontrer celui dont le nom figure sur leur gymnase. Ces jeunes, je dis souvent qu'ils sont doublement concernés, ils sont effectivement concernés par l'inaction, parce que si on ne fait rien aujourd'hui, eh bien c'est eux qui pâtiront d'un réchauffement climatique important dans la deuxième partie de ce siècle, et ça avec des conséquences plus importantes encore que celles d'aujourd'hui. Mais ils sont aussi concernés par l'action, puisque dans quelques années, dans 5-6 ans, ils vont rentrer dans la vie professionnelle, et c'est maintenant qu'il faut agir. Donc c'est un peu le message que je leur donne, ils sont vraiment concernés par ces aspects, mais il ne faut pas baisser les bras. Et moi, je les encourage à l'action. Il y a tellement de choses à faire. Il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire. C'est ça qui est important. La ville du Mans place le secteur du bâtiment au cœur de sa stratégie pour relever le défi du changement climatique. Pour l'heure, le gymnase Jean Jouzel La Briqueterie est le premier au monde à utiliser le système de géothermie. Eux aussi sont peu gourmands en énergie car ils utilisent des chevaux plutôt que des machines pour le débardage en forêt. Les membres de l'association Trait d'Avenir 72, les seuls débardeurs à cheval du département. C'est aussi leur métier et ils sont appelés sur des chantiers partout dans le Grand Ouest. Alexandre Ferrer a suivi l'un de ces chantiers il y a quelques jours à Saint-Rigomère-des-Bois. Le reportage. Pour tracter des stères de bois, ces débardeurs ont opté pour la traction animale, tant pour débusquer que pour débarder. Ce chantier est réalisé dans une propriété privée. Donc nous là, c'est les propriétaires qui nous ont contactés parce que ils nous ont vu comment faire des démonstrations et ils voulaient que ça soit fait à cheval, donc ils nous ont contactés. Léo abat les arbres et c'est au tour de Christine et sa jument Ursula de sortir les bois jusqu'à l'entrée de la propriété, le débuscage.
Pour chercher des stères, certaines manœuvres peuvent être délicates. Une communication doit être établie entre le cheval et son maître. Le cheval va assimiler le mot avant l'indication qu'on va lui donner à la bouche. C'est plus confortable pour lui d'écouter quand on lui demande droite que d'avoir une action sur la bouche. Donc très rapidement, il va comprendre que pour son confort à lui, quand on dit droite, c'est mieux d'aller à droite par exemple. Et puis c'est aussi beaucoup de complicité avec le cheval. En forêt, on passe des journées entières avec eux, donc forcément on apprend à se connaître les uns les autres. Une activité aux nombreux bienfaits pour l'environnement. Limitation de l'impact sur les sols, même chose pour l'impact carbone. Sur ce type de chantier, en traction animale, l'association émet près de 50% de gaz à effet de serre en moins qu'une traction motorisée. Jean-Baptiste Ricard agit en connaissance de cause. Nous, on a travaillé avec des tracteurs, avec mon père, et moi, ça m'horripilait de voir que l'on saccageait la terre chez nos clients. Donc j'ai essayé de trouver une solution pour avoir un travail propre, être heureux d'être venu travailler là. Voilà, c'est ça, l'utile à l'agréable. En moyenne, ces débardeurs effectuent une dizaine de tours pour une quarantaine de stères débardés par chantier. On reste en quelque sorte dans le domaine du patrimoine, mais le patrimoine du bâti religieux cette fois, Laure. Oui, car au lendemain de l'inauguration de Notre-Dame de Paris, après 5 ans de travaux, l'évêque du Mans, Monseigneur Vuillemin, nous indique qu'au sein de l'Église française, dans tous les diocèses, y compris celui du Mans, des états généraux du patrimoine religieux ont eu lieu. Une consultation qui a duré 1 an et qui va servir à faire l'inventaire de tous les édifices religieux existants. La question est en fait de savoir comment les entretenir et comment les faire vivre aussi. Pour l'évêque du Mans, le message est simple. Le patrimoine, religieux ou non, est un socle pour la société et il l'a constaté lors de la cérémonie à Notre-Dame de Paris ce week-end. On l'écoute. L'harmonie, on la sentait dans l'harmonie sur le plan architectural, mais notre société est aussi une construction et on doit veiller à ce qu'elle soit la plus harmonieuse possible. Alors nous avons une belle cathédrale au Mans, oui, on est fiers de notre patrimoine et c'est un élément qui aussi fait notre unité. Alors ce n'est pas le seul élément, mais le patrimoine nous aide aussi à travailler à notre unité. On termine ce journal avec des idées cadeaux pour Noël. Oui, c'est peut-être là-bas que vous allez trouver la bonne idée, si vous n'avez pas encore tous vos cadeaux. Le cadeau original de dernière minute, pourquoi pas, place des Jacobins, où se tient à nouveau cette année le salon des artisans créateurs. Elisa Cribier y est allée faire un tour pour nous lundi soir. Des bijoux, des bougies ou encore des savons. 53 exposants s'alternent pendant ces 2 semaines et demie de salon. Des créations qui attirent l'œil des clients, comme ces tableaux créés à partir d'équations mathématiques. Ils cherchent, ils s'approchent, ils regardent les reflets, ils cherchent si c'est de l'acrylique, de la peinture. Perdu. Alors ils trouvent rarement la réponse parce que c'est une technique un petit peu spéciale, un peu originale. En fait, c'est un logiciel qui affiche des formes en fonction des calculs qu'on lui donne. En grande majorité sartois, certains créateurs viennent d'un peu plus loin. C'est le cas de Gabriella qui vient de Seine-Saint-Denis pour toucher une nouvelle clientèle. J'explique à peu près c'est quoi les tissus africains et voilà, c'est ça qui me plaît en fait, faire découvrir ailleurs. Les bijoux et la peinture, c'est ce que Myriam préfère au salon. Elle vient d'ailleurs d'acheter une bague. J'aime beaucoup tout ce qui est création artisanale, tout ce qui est fait main, donc à chaque fois j'ai vraiment plaisir à y revenir tous les ans. L'occasion de faire vivre l'économie locale et de donner de la visibilité aux artisans. Pour la majorité d'entre nous, on n'a pas forcément de boutique physique. On est beaucoup dans nos ateliers. Donc ce type de salon permet d'aller à la rencontre du public, justement. Et d'autant plus aujourd'hui, je pense que c'est d'une façon différente pour les gens de consommer. Si vous ne savez pas quoi offrir pour les fêtes, des idées de cadeaux se cachent peut-être derrière ces stands. Le salon reste ouvert jusqu'au 23 décembre, de 11h à 19h. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien avec Laure Girard. Il sera question de soirée débat anti-judaïste. Ce sera juste après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Bonsoir.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe. Avec pour votre soirée des conditions météo qui restent encore assez mitigées sur l'ensemble du territoire, avec toujours de nombreux nuages sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Les températures qui, sous cette couverture nuageuse, évoluent entre 3 et 6 degrés, avec 3 degrés pour Laval, Sablé-sur-Sarthe ou encore du côté de Pont-Valin, comptez 4 degrés à Mamers, Vendôme ou encore du côté de Blois, 5 degrés pour la Flèche, au Mans ou encore du côté de Tours. Pour la journée de mercredi, vous le voyez, on retrouve encore de nombreux nuages avec toujours une couverture nuageuse bien marquée sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Côté température, celle-ci évolue entre 2 et 5 degrés au petit matin. Il faut encore une fois bien se couvrir avec pull, écharpe et manteau qui resteront de rigueur. Un petit 2 degrés seulement du côté de Blois ou encore à Montval-sur-Loire, 3 degrés à Alençon, Mamers ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, 4 degrés pour Laval, 5 degrés au Mans ou encore du côté d'Angers ainsi que pour la Ferté-Bernard. Pour la suite de votre journée, un ciel un tout petit peu plus variable avec le retour de quelques éclaircies. Alors ce ne sera pas non plus un grand ciel bleu, on retrouvera quelques rayons de soleil mais toujours entre deux passages nuageux. Température entre 6 et 8 degrés, des températures qui resteront plutôt bien homogènes avec 6 degrés au Mans ou encore pour Laval, 7 pour la Flèche, 8 degrés du côté de Blois. Jeudi, des éclaircies sur l'ensemble du territoire, les températures toujours stationnaires un petit peu en dessous des normales de saison. Par contre, elles devraient être plutôt dans les normales pour la journée de vendredi, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En ce 11 décembre, je vous souhaite de passer, les amis, une excellente journée avec toujours ma collection de pulls de Noël. De retour sur le plateau de Quotidien avec d'abord, vous le savez, la qualité de l'air. En ce mardi 10 décembre, les indices dans la région Pays de la Loire étaient bons et moyens aujourd'hui et ça va continuer pour ce mercredi. Notamment, vous le voyez, sur les côtes vendéennes, ils ont de la chance, ils ont la mer et le bon air en plus ce mercredi. Les vents parfois soutenus en provenance du nord-est ont favorisé la dispersion des polluants émis localement. Donc chez nous en Sarthe, ça devrait, vous le savez, c'est toujours des prévisions, ça devrait être bon, enfin moyen à bon également. Voilà. Notre invité Damien Fabre, on va parler d'anti-judaïsme avec lui, entre autres. Vous êtes vulgarisateur en histoire des religions avec votre chaîne YouTube Religaré, dont on a déjà parlé ici. Vous êtes aussi doctorant en histoire du judaïsme. Et vous organisez avec votre confrère Karl Zimmer une soirée projection débat au cinéaste ce mercredi à partir de 20h. Point de départ de la réflexion, un film que je n'ai pas eu la chance de voir mais qui donne très très envie. Ça s'appelle L'Enlèvement. C'est un film italien de Marco Bellocchio qui a été sélectionné à Cannes l'année dernière. Je vous propose d'en regarder un extrait et on en parle tout de suite après. Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato e ho l'ordine di prendere. Cosa? Un battesimo non si può annullare. Suo figlio non è più ebreo, suo figlio è cristiano. Lo porterete via? Sì. Voilà, on n'a pas vu toute la bande-annonce parce qu'elle est un petit peu longue et on voulait vraiment discuter avec vous, Damien Fabre. Déjà, c'est une histoire d'enlèvement. On contextualise, on est au 19e siècle en Italie. Un enfant d'une famille juive, de notables juifs, qui se fait littéralement enlever par le pape à Rome. C'est ça. Edgardo Mortara, ouais, c'est un peu l'équivalent de l'affaire Dreyfus en Italie, parce que ça a vraiment choqué énormément, mais ça n'a pas choqué qu'en Italie. Hein. Il y a eu la presse qui en a parlé aussi en France, qui en a parlé aux États-Unis. Voilà, ça a beaucoup fait réagir. Mais alors, c'est pas directement par le pape, c'est par un inquisiteur, mais sur ordre du pape, en effet. Pourquoi ? Parce que cet enfant, il aurait été baptisé en secret quand il était mourant quelques années auparavant, et que l'Église l'apprenant,
musulman, eh bien, ils veulent le récupérer pour l'empêcher de vivre dans le judaïsme, considérant qu'il doit rester chrétien. Et c'est un film qui est incroyable, qui est vraiment, que vous avez vu bien évidemment. J'ai pas eu la chance de le voir, je le disais, mais vraiment, ça donne très très envie, ça donne la chair de poule. Qui est très solide historiquement, c'est-à-dire que ce qu'il montre, c'est exactement ce qu'on sait de l'affaire historique de cet enfant juif enlevé pour être élevé dans le christianisme à l'insu de ses parents, quoi. Et puis, on peut parler du contexte en Italie, on peut parler de l'anti-judaïsme plus généralement, donc ça fait un bon prétexte à faire des interventions dessus. Justement, le contexte en Italie, Karl Zimmer, je le disais, qui est un confrère à vous à l'Université du Mans, qui est doctorant en histoire sociale du 19e siècle et enseignant au Mans Université. C'est lui qui était à l'origine de cette soirée débat. En fait, c'était pour ses étudiants de licence en histoire à l'Université du Mans. Il voulait projeter ce film et ça lui faisait, lui, un prétexte pour pouvoir parler du contexte politique de l'Italie du 19e siècle, puisque c'était le contexte de l'unification italienne, de la Révolution, etc., etc. Et puis, il m'a proposé, sachant que le sujet était vraiment en lien avec l'antijudaïsme chrétien, en l'occurrence. Alors, antijudaïsme, antisémitisme, judéophobie, c'est différents termes qu'on utilise. C'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais ça se recoupe. Oui, voilà. Donc moi, j'utilise le mot anti-judaïsme. On va dire que c'est le truc qui englobe le plus de trucs, mais oui, c'est aussi proche de l'antisémitisme, etc. Bref, comme il savait que moi j'étais spécialisé du sujet dans ma propre thèse, eh bien, il m'a demandé d'intervenir et donc on a fait cette soirée à deux. Je l'ai dit avec votre chaîne YouTube, notamment Religaré, vous êtes vulgarisateur en histoire des religions en général. D'ailleurs, le mois dernier, vous avez fait une vidéo justement sur l'antijudaïsme qui date finalement de l'Antiquité. On apprend que ça date de l'Antiquité égyptienne, cette histoire-là. Ouais, je suis remonté au 5e siècle avant Jésus-Christ, sur l'île d'Éléphantine, où il y a eu la première émeute anti-juive de l'histoire de l'humanité, puisqu'il y avait un temple juif dont on sait qu'il a été détruit. On a beaucoup de papyrus qui en parlent, on a des choses qui sont attestées à ce sujet-là. Et moi, je voulais remonter à la première trace d'une exaction sur motif religieux fait contre les juifs. Pas, par exemple, une guerre contre un royaume, etc. Mais c'était vraiment des prêtres égyptiens qui ont dit que le dieu, il fallait détruire son temple, etc., le dieu des Juifs. Et donc voilà, donc on est remonté jusque-là dans ma vidéo. Voilà. C'est une question finalement historique et pourtant tellement d'actualité. On le voit avec ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Tous les préfets de France le disent, il y a une montée des actes antisémites ou des propos antisémites en France. Cette histoire n'en finira jamais. Il y a un débat sur les chiffres exacts, etc. Des fois, ils sont critiqués, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que alors que c'est la religion avec des trois monothéismes qui est la moins présente en France, c'est celle qui cumule le plus d'actes antireligieux à son encontre. Et il n'y a pas une seule synagogue de France où il n'y a pas un double sas, une double porte, des caméras, voire des policiers devant, que la plupart des Juifs de France actuellement, ils ne mettent pas leur kippa quand ils sortent dans la rue, etc. C'est toujours les mêmes reproches depuis finalement l'Égypte antique. Le reproche de double allégeance, par exemple, dont vous parlez dans la vidéo, qui est absolument passionnante. Je vous invite vraiment à aller la consulter. C'est quoi ce reproche qu'on fait au peuple juif ? C'est le fait de dire qu'en fait, que les Juifs, ils auraient toujours un double agenda. Quand ils sont français, ils ne sont pas vraiment français. Alors aujourd'hui, ils seraient français et israéliens. En tout cas, ils auraient plus à cœur les intérêts d'Israël que les intérêts de la France. Et avant, on disait la même chose avec, par exemple, les Allemands qui accusaient les Juifs allemands d'être responsables de leur défaite pendant la Première Guerre mondiale en disant qu'en fait, ils bossaient secrètement avec les Juifs français et les Juifs new-yorkais. Donc il y a eu toujours un petit peu ce reproche qui remonte à loin, en effet, qui est adressé. Et il y a un historien actuel qui s'appelle Tal Brutman qui dit que, il y a vraiment un truc qui s'est joué au moment du 19e siècle sur la haine contre les Juifs. Et d'ailleurs, ce film, ça va être l'occasion d'en parler. Mais que, par exemple, on dit beaucoup, il y a de nouvelles types de populations qui seraient devenues antisémites, etc., notamment des populations musulmanes. Mais ce que montre très bien Tal Brutman, c'est qu'en fait, tous les éléments d'antisémitisme qu'il y a dans des discours de responsables musulmans, etc., à l'étranger, ils reprennent trait pour trait ce qui s'est forgé dans l'Europe chrétienne, et notamment au 19e siècle, et qu'en fait, ce n'est qu'une translation de ce que l'Europe a créé, en fait. Vous allez parler de tout ça et de bien d'autres choses encore, et c'est toujours intéressant de s'intéresser à l'histoire des religions pour mieux comprendre les faits de société actuelle. Merci mille fois de participer à l'organisation de ce genre de soirée aux cinéastes. C'est toujours passionnant, les soirées aux cinéastes, avec la projection de ce film que vous nous conseillez de voir, donc L'Enlèvement de Marco Bellocchio. C'est à 20h, et ensuite une discussion, un débat, un cours d'histoire, on peut le dire. Le tarif habituel pour la projection et la soirée. Et
puis c'est gratuit, je le signale quand même, pour les étudiants et les étudiantes en licence d'histoire, qu'ils soient au Mans ou ailleurs, on va dire. Oui, voilà. Ouais, ouais. Merci mille fois en tout cas d'être venu nous parler de cette soirée sur ce plateau. Les invités de mercredi, l'invité unique de mercredi, Dominique Leménaire, président du département de la Sarthe. Nous ferons le point sur les questions économiques en ce moment dans le département et puis on essaiera de projeter des perspectives pour l'année 2025. Mais tout de suite, c'est mardi soir. C'est Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmé qui nous fait visiter la jolie commune de Pressigné. Quant à nous, on se retrouve demain en direct à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV.